total le château, dont il subsiste les 3 tours qui sont devant vous, et la tour Quiquendone. C'est moi. Voilà, j'en ai fini avec les ducs. Maintenant, je laisse la parole à la tour de l'Est qui va vous parler du site de la forteresse. Et de moi, j'espère. Écoutez et imaginez. Le château est situé sur un promontoire rocheux d'environ 150 mètres de longueur pour 45 à 60 mètres de largeur. Ce site est protégé au nord par un large fossé, devant vous, à l'ouest sur votre droite par un étang, et domine largement la ville au sud et à l'est. Cet éperon rocheux possède des possibilités défensives réelles, et il semble naturel que cette forteresse se soit imposée ici. Le site a pu être transformé, à l'aide de travaux de terrassement, en véritable île. En effet, le cours de la rivière a été bloqué par une levée de terre. Ainsi, une partie de l'eau de l'étang se déverse dans ces fossés, creusés le long de la face nord de l'éperon. Ce château, qu'on appelle Castrum avant le Xe siècle, appartient à une époque où le potentiel défensif reposait plus largement sur le choix du site et des aménagements susceptibles d'isoler les constructions. Après sa destruction par Pépin le Bref, le château est mentionné pour la première fois en 953. Mais il ne doit pas avoir la même apparence que l'actuelle forteresse. Il y avait probablement un haut donjon carré bâti sur le rocher. Nous ne pouvons cependant l'affirmer puisqu'il n'existe pas de vestiges archéologiques. Le château fut reconstruit à la fin du XIIIe siècle, peut-être à l'occasion des unions entre Agnès de Bourbon et Robert d'Artois, et entre Béatrix, dame de Bourbon, et Robert, comte de Clermont. Nous pouvons y retrouver la marque des ingénieurs royaux avec la présence de grosses tours rondes. Le château a été réparé grâce au levé d'impôts entre 1367 et 1376. Il est également mentionné dans le roman de Flamenca, écrit aux alentours de 1230, qui évoque le mariage d'un Archambault et décrit la fête donnée à cette occasion à Bourbon. L'auteur décrit une fête dans le palais où sont invités 10 000 convives et dans laquelle le luxe règne. Il est probable que l'auteur fasse preuve d'exagération afin de souligner l'aisance financière de la famille occupant les lieux. Louis Ier de Bourbon fit élever une Sainte-Chapelle dans ce palais. La date de 1315 est généralement retenue pour cette construction. Cependant, celui-ci s'installe à Moulins et la ville devient le centre du territoire des seigneurs de Bourbon. Mais le château de Bourbon est encore utilisé pour les grandes cérémonies revêtant un caractère solennel. Au XIVe siècle, le château subit les assauts des pillards du prince noir qui sillonnait l'Auvergne. De là vint sa réputation d'imprenable. Louis II fit faire d'importants travaux, dont l'aménagement du logis au revers des 3 tours du front nord et la surélévation de ces mêmes tours. Il commença également 2 tours, dont fait probablement partie la tour Quiquendone. La première Sainte-Chapelle fut fondée en 1315 par Louis Ier, petit-fils de Saint-Louis, afin d'y conserver les reliques offertes par ce dernier. En 1485, Jean II y fonda une seconde Sainte-Chapelle. Celle-ci ne sera terminée qu'au début du XVIe siècle par Pierre II et Anne de France. D'une taille plus importante, elle fut élevée à côté de la première et construite sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris. Après la fuite du connétable en 1523, le château fut vidé de son mobilier et abandonné. Seuls les chanoines continuèrent à occuper le château. Privé de tout entretien, ce dernier tomba progressivement en ruine et servit de carrière de pierre aux gens de la ville. Les chanoines eux-mêmes utilisèrent les pierres pour se construire des maisons dans la basse-cour. Les auteurs rapportent qu'en 1589, un orage détruisit une partie de la Sainte-Chapelle, mais ils ne précisent pas laquelle. Une tempête qui eut lieu en 1641 endommagea encore l'ensemble du château. En 1792, les chanoines qui étaient restés dans l'enceinte du château depuis son abandon furent chassés. Et l'année suivante, le comité révolutionnaire envoya une délégation afin de détruire les titres restés sur place. Le château fut vendu à un entrepreneur qui changea le tout en carrière de pierre. Toutefois, les 3 tours du front nord et la tour Quiquendone furent conservées. Cette dernière allait servir de prison. En 1832, les ruines échurent au duc d'Aumale, qui mit en vente les 3 tours nord. Mais l'intervention d'un artiste local, Achille Allier, eut pour effet l'annulation de la vente. Il existe néanmoins une lithographie de Tudo, datée de 1834, qui montre l'existence d'un ensemble plus important, avec des restes des Saintes-Chapelles.
Aujourd'hui, les restes du château se composent des 3 tours du front nord, d'une partie du logis attenant et de la tour Quique-en-Grogne. Les Saintes-Chapelles ont quant à elles totalement disparu. Les 3 tours appartiennent à la Fondation Saint-Louis, qui administre les biens du comte de Paris, tandis que la tour Quique-en-Grogne appartient désormais à la municipalité. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur nos vieilles pierres. Puis-je rajouter quelque chose? Bien sûr, C'est sur l'origine de mon nom, Quique-en-Grogne. En effet, la légende dit que lors de ma construction, les villageois voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle tour. Mais le seigneur voyait en priorité son utilité et décida qu'elle serait bâtie Quique-en-Grogne. Mais il est plus probable que mon nom vienne plutôt du nom de l'architecte. De plus, il existe 4 tours qui portent ce nom en France. Une à Saint-Malo, une à Tours, une à Nantes et moi-même. Voilà, j'en ai terminé.